Je travaille beaucoup et le soir, je suis épuisée. J'aurais dû t'écouter. Je suis une stupide idiote. Elle dit qu'elle n'en a rien à faire de ma famille et m'accuse d'avoir volé un pendentif avec un diamant dessus. Mais je n'ai rien à voir avec ça. Peux-tu m'envoyer 40 €? Je veux réserver mon billet moi-même. Ils m'ont dit que je pouvais rentrer en novembre, mais le mois touche à sa fin et je ne vois rien venir. J'en ai assez. Vivre en province, ça a ses avantages, mais ça a aussi ses inconvénients. Personnellement, j'ai grandi en Eure-et-Loire, donc le sujet me parle plutôt bien. Tout comme Sophie Lyonnais, je n'avais qu'une seule envie. Monter à la capitale, aller à la fac, rencontrer de nouvelles personnes, voir de nouvelles têtes, vivre la vie palpitante que je méritais. C'est un peu pour cette raison que Sophie s'est rendue à Londres à l'année de ses 20 ans, pour vivre l'aventure de sa vie, en tout cas l'aventure de sa jeunesse. Malheureusement, ce rite de passage a tourné au cauchemar. Petit changement de décor. Vous le savez, je passe des heures à faire des recherches sur des sujets glauques pour mes vidéos. Je passe beaucoup trop d'heures à faire ça d'ailleurs, je devrais sortir dehors et toucher de l'herbe. Comme vous pouvez le deviner, ça a un inconvénient, je cogite beaucoup et j'avais vraiment désespérément besoin d'un outil pour m'aider à bien dormir. C'est là qu'Emma Matelas, le super-héros de la nuit, intervient. Le combo miracle, la couverture lestée et le matelas de chez Emma Matelas. Une couverture lestée va être plus lourde qu'une couverture ordinaire, elle va mettre un peu de poids sur votre corps pour vous envelopper. C'est un peu comme si on vous faisait un super gros câlin quoi. Le matelas original de chez Emma Matelas, c'est vraiment le boss des matelas. C'était le matelas le plus vendu en France en 2020 et 2021. Il a une mousse à mémoire de forme qui s'adapte à toutes les morphologies, ça vous offre un sommeil de luxe. Je sais, vous n'êtes peut-être pas prêt à sauter le pas pour acheter un gros matelas, mais chez Emma Matelas, on parle de literie plus que de matelas. Vous pouvez acheter énormément de choses comme des couvertures lestées, des oreillers bien confortables à mémoire de forme qui vont vous permettre de plonger dans votre lit. Non, vraiment, ils sont forts. En plus, Emma Matelas vous donne 100 nuits pour tester leur matelas et si vous n'êtes pas conquis, pas de problème, ils vous reprennent le matelas et vous êtes remboursé. Information importante, Emma Matelas est en Summer Sales du 21 juin au 24 juillet. Du coup, c'est vraiment le moment de foncer sur le site et de faire de super bonnes affaires. Comme j'aime vous faire plaisir, je vous offre une petite réduction de 10% sur le site d'Emma Matelas, une réduction qui est cumulable avec les offres déjà présentes sur le site. Pour bénéficier de tous ces avantages, cliquez sur le lien en barre d'infos ou bien utilisez mon code LIVE10 qui s'affiche actuellement à l'écran. Merci infiniment à Emma Matelas d'avoir sponsorisé cette vidéo et de me permettre de produire ce genre de contenus qui sont infiniment importants. Sophie est née à Troyes le 7 janvier 1996. Dans la famille, on dit que c'est le portrait craché de sa grand-mère. Elle est douce, elle est réservée, tout comme elle. Elle grandit entre Auxerre, Sens et Troyes, dans une famille assez modeste. C'est difficile de dire quand, mais les parents de Sophie, Catherine et Patrick, finissent par se séparer. Forcément, ça a dû être un déchirement pour la petite fille, mais elle garde de très bons rapports avec ses deux parents qu'elle voit régulièrement, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Catherine finit par refaire sa vie avec un certain Stéphane de Vallonné, le beau-père de Sophie. Enfant, Sophie est un rayon de soleil. Vous pouvez le voir sur ses photos, elle est toute mignonne, elle a l'air pleine de vie. C'est à l'adolescence que Sophie se renferme un petit peu plus. Quand on est ado, tout ce qu'on voit, ce sont nos défauts. On prend vraiment conscience de soi-même, de toutes les choses qui nous horripilent chez nous et on a envie de casser le miroir tous les 2 matins. Mais au-delà de ça, ce malaise a peut-être aussi été causé par le harcèlement que Sophie a pu subir. Et une de ses amies a pu expliquer qu'effectivement, elle se faisait parfois embêter en classe. Heureusement, ses proches étaient toujours là pour la défendre. Puisque Sophie ne s'exprime pas beaucoup à l'oral, ce qu'elle aime, c'est écrire. J'ai un rêve. Moi, il est présent depuis que j'ai l'âge d'1 an. Je vous raconte. Sophie, jeune fille d'1 an, se découvre une énorme passion. La scène. Elle chante depuis l'âge d'1 an, mais chaque fois qu'elle se trouve dans un endroit où elle peut le montrer, une grande montée d'adrénaline la bloque. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Cette montée d'adrénaline est toujours présente, oui, mais elle réussira à vaincre cette peur et montrer ce qu'elle sait faire. Ce que je ressens, c'est que Sophie est une âme douce, une âme très sensible, dans un monde qui est assez difficile et assez dur. Un crayon ne vaut pas une Kalachnikov. Vive la liberté d'expression. Elle déteste la souffrance, elle déteste l'injustice, elle déteste la cruauté, toutes ces choses-là, ne lui en parlez pas. Mais en revanche, elle adore les animaux, particulièrement les chevaux.
Sophie est fan de chevaux, elle aime aussi le patin à glace. Mylène Farmer est son artiste préférée, mais au-delà de sa musique, elle la considère comme sa mère. Et sur son Skyblog, elle le dit clairement, elle aime cette femme, c'est sa mère. À la maison, tout se passe plutôt bien, comme je vous l'ai dit, à part la communication qui n'est pas toujours fluide. Par contre, Sophie a beaucoup de mal avec son beau-père. Il se montre parfois violent avec sa mère, et ça, elle ne le supporte absolument pas. C'est à l'opposé de son caractère. Je crois que ce qui permet à Sophie de tenir, malgré sa grande sensibilité, ce sont ses rêves, ses passions, ses ambitions, elle en a plein la tête. Elle aime les enfants et les enfants l'adorent, alors naturellement c'est vers cette voie qu'elle se dirige. Elle est diplômée d'un CAP petite enfance et donc elle se rend parfois dans les services pédiatriques pour arpenter les couloirs, se rendre au chevet d'enfants, discuter avec eux. Mais ces petites visites à l'hôpital, ces petits boulots par-ci par-là, ce n'est pas ce que Sophie veut faire de sa vie. Ce sont des petits boulots d'appoint jusqu'à ce qu'elle puisse réaliser ses rêves de grandeur. Et malheureusement, le temps passe et il ne se passe rien de très excitant dans la vie de Sophie. Elle en a un petit peu marre de voir les murs de sa chambre, elle en a un petit peu marre de se promener dans les rues de cette ville qu'elle connaît par cœur. Dans sa région, Sophie ne trouve pas beaucoup d'opportunités. Et c'est là qu'un jour, une amie lui dit « Sophie, tu devrais peut-être te renseigner sur le métier de jeune fille au père. J'ai l'impression que ça pourrait te faire du bien d'aller un peu à l'étranger. En plus, t'adores les enfants, donc c'est le métier parfait pour toi. » Sophie se renseigne et elle en apprend un petit peu plus à propos du métier de fille au père. Tout ça a l'air plutôt sympathique. Elle devrait simplement se rendre dans une famille, s'occuper un petit peu de leurs enfants, et puis elle aurait un petit salaire qui lui permettrait le week-end, les jours fériés, les jours où elle ne travaillerait pas, de s'amuser. Être jeune fille au père à Londres, l'idée est assez séduisante. Bien sûr, Sophie a des réticences, mais l'envie est plus forte. C'est la jeunesse qui parle. Alors elle décide de se confier à sa mère. Maman, je me suis renseignée sur le métier de jeune fille au père, et là, peut-être que j'aimerais bien le faire, peut-être que j'aimerais bien partir. Catherine a un petit peu peur quand sa fille lui dit ça. Le seul voyage à l'étranger de sa fille jusque-là, c'était au camp d'Auschwitz, et on peut imaginer que c'était un voyage scolaire. Là, Sophie sera seule à Londres. Comme toute mère, elle s'inquiète. Mais Sophie la rassure. Sophie lui donne plein d'arguments. Tu vois, ce sera une aventure. Je vais pouvoir me faire un petit peu d'argent. Je vais pouvoir découvrir un autre pays. En plus, je vais améliorer mon anglais. Genre, c'est vraiment tout bénef. Catherine finit par céder. En même temps, elle ne peut pas dire grand-chose. Elle sait très bien que c'est une étape à passer pour sa fille, pour qu'elle puisse devenir plus indépendante, qu'elle prenne confiance en elle. Alors pourquoi pas? Ni une ni deux, Sophie commence ses petites démarches. Et très vite, elle se voit engagée comme jeune fille au père chez un couple franco-algérien qui vit à Londres. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Ça fait du nouveau dans la vie de Sophie, ça fait des choses à raconter. Lors de la soirée du réveillon, sa cousine Mélanie la trouve changée, elle la trouve rayonnante. Et puis Sophie dit à tout le monde qu'elle est vraiment heureuse de partir, elle a hâte, elle n'en peut plus. Janvier 2016, peu après son 20e anniversaire, on a une Sophie toute excitée mais aussi toute anxieuse qui prend son train pour Londres. Malheureusement, ce sera un aller sans retour. Sabrina plaît tout de suite à Sophie. Et en même temps, Sabrina plaît à tout le monde. C'est une femme jolie, pleine de charisme, une femme drôle avec un rire très sonore qu'on entend à l'autre bout de la pièce. Wissem, son compagnon, est lui tout à fait énigmatique. Bien sûr, il est gentil, hein, mais ce n'est pas à lui qu'on va aller se confier et avec qui on va taper de grandes discussions. Dans le quartier assez chic de Southfields, il loue une grande maison en briques avec jardin. Cette maison, en revanche, est plutôt vide, malgré son nombre de pièces. Le couple n'invite pas beaucoup d'amis à la maison et les voisins ne les aiment pas beaucoup. Apparemment, ils ne disent jamais bonjour et en plus, ils pètent un petit peu plus haut que leur cul, comme on dit, et surtout Sabrina. Sophie ne voit absolument pas ça. Sabrina et Wissem se montrent charmants avec elle. Et les enfants, deux garçons qui ont 8 et 4 ans, l'accueillent eux aussi à bras ouverts. Première douche froide pour Sophie, elle devra partager sa chambre avec les deux enfants. Ce n'était pas du tout prévu, elle pensait avoir son petit coin, son intimité, mais bon, qu'est-ce qu'elle peut bien faire? Elle n'a pas vraiment le choix, maintenant qu'elle est là, elle ne va pas partir. Et puis Sophie est de nature discrète, elle n'a pas envie de faire de problème, elle n'a pas envie de faire de vagues. Comparé à Troyes, qui compte environ 60 000 habitants, Londres, c'est un
tout autre monde. C'est un monde grand, incroyable, où tout peut arriver. Sabrina a toujours un mot gentil à l'égard de Sophie. Oh mon Dieu, mais je t'aime tellement. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Mais j'ai eu d'autres nounous, hein. Alors je peux te dire que heureusement qu'elles sont parties. Parfois, la maîtresse de maison peut être un petit peu autoritaire, mais bon, c'est son caractère. Et en plus, le courant passe tellement bien entre Sophie et les enfants qu'on lui confie plus de tâches. Sophie emmène les enfants à l'école, elle les récupère de l'école, elle leur fait prendre leur goûter, leur dîner, et à chaque fois qu'elle accomplit une tâche, elle reçoit les compliments de Sabrina, les accolades, les sourires, ça fait quand même plaisir. Sophie n'a pas d'horaire, et en la voyant travailler si dur, les voisins comprennent que c'est certainement une amie de la famille, ou bien une cousine éloignée. C'est impossible qu'une fille au père puisse travailler autant. Sophie poste beaucoup de photos sur les réseaux sociaux, à ses amis, à sa famille. Elle dit que tout se passe très bien, que la vie est belle à Londres. Elle vit son rêve londonien, en tout cas en apparence. Nafissa Sabrina Kouider est née le 5 décembre 1982 à El Attaf en Algérie. Elle vit une enfance apparemment très heureuse auprès de ses frères et sœurs, auprès de sa grand-mère. Elle vit également avec une tante. Ses parents vivent en France. On peut imaginer qu'ils sont en France pour le travail et qu'ils gagnent de l'argent pour pouvoir l'envoyer à leurs enfants. Sa vie paisible d'enfant change quand un oncle l'agresse sexuellement. C'est le premier traumatisme de sa vie. Le second traumatisme se passe quand elle doit tout quitter, qu'elle doit quitter son pays pour aller rejoindre ses parents en France. Sabrina a du mal à s'adapter à sa nouvelle vie, elle a du mal à s'adapter à la cuisine française, aux mœurs françaises, le soleil de l'Algérie lui manque énormément. Et puis, dans sa tête, elle repense sans cesse à cette agression qu'elle a vécue quand elle était enfant. À l'époque, elle n'avait eu aucune aide psychologique, et cette agression la ronge. Elle y pense tout le temps, en permanence. L'année de ses 18 ans, Sabrina n'en peut plus. Elle sort sur un balcon, elle avale une grande quantité de somnifères. Après avoir pris ses somnifères, elle chute du balcon et se blesse gravement. Mais le temps passe, Sabrina doit vivre puisqu'elle est en vie. À l'été 2001, Sabrina trouve un petit boulot. Tous les matins, elle se rend à une fête foraine parisienne où elle vend des bonbons et des crêpes, voilà, toutes sortes de petites friandises. Un jour, alors qu'elle est en plein dans son travail, les gens font la queue pour acheter ses crêpes, un jeune homme passe devant son stand et il la remarque. Il s'appelle Wissem Medouni, et à ce moment-là, il craque pour Sabrina. Il ne lui dit pas directement, mais il lui achète une friandise et il part. Mais Wissem n'arrête pas d'y penser, il en parle à ses amis qui sont avec lui. « S'il vous plaît les gars, moi je peux pas y aller, je suis trop timide, allez lui demander son numéro. » Sabrina accepte de donner son numéro à Wissem en échange du prêt de sa voiture. Et là, c'est le début d'une relation très houleuse, pour Wissem surtout, Beaucoup de hauts, beaucoup de bas, la santé mentale de Sabrina n'aide pas du tout, elle peut parfois se montrer très cruelle, la minute d'après redevenir toute douce. En plus de ça, elle enchaîne les aventures, elle s'en fout un petit peu de Wissem, Lui, il s'accroche à chaque fois et il l'accueille à bras ouverts dès qu'elle revient. C'est à l'âge de 21 ans que Sabrina Kouider quitte la France pour l'Angleterre. Et devinez ce qu'elle va y faire ? Elle va devenir fille au père. Ensuite, elle enchaîne les petits boulots. Elle devient employée de la poste, employée d'un grand groupe de communication. Elle va même vendre des crêpes comme elle le faisait à l'été 2001. Et finalement, elle a foi en elle et elle décide de tenter sa chance dans la mode, dans le monde du stylisme. Et on va dire que ça marche plus ou moins. Pendant ce temps-là, Wissem attend toujours Sabrina. Et à l'âge de 27 ans, on lui fait une proposition qu'il ne peut pas rater. C'est un poste d'analyste financier dans une filière londonienne de la Société Générale. Il va donc pouvoir retrouver Sabrina. Il arrive à Londres et ça y est, le couple se forme officiellement. Et autant dire que leurs emplois respectifs leur permettent de vivre plutôt bien. Le logement qu'ils louent à Southfields vaut 900 000 livres sterling, environ 1 million d'euros. Mais quand Sophie arrive chez eux, en janvier 2016, elle ne sait pas qu'ils ne payent plus le loyer depuis quelques mois déjà. Derrière cette belle façade, cette façade lisse, se cachent bien d'autres problèmes. Les enfants dont s'occupe Sophie ne sont pas du tout ceux de Wissem. D'après Sabrina, elle est tombée enceinte pour la première fois après s'être saoulée et s'être réveillée auprès d'un ami à elle, Anthony François. Quant à Anthony François, lui, il prétend qu'il avait une relation avec Sabrina depuis déjà 6 mois.
Quant au père du plus jeune garçon, il s'agit d'un ex-petit ami de Sabrina, Mark Walton. Retenez bien ce nom car il occupera une place très importante dans la suite de notre histoire. Et qui est Wissem Medouni, cet homme qui accepte toutes les tromperies de Sabrina? Wissem est issu d'une famille modeste, une famille du sud de Paris. Son père était plombier et c'est peut-être pour cette raison qu'il a voulu exceller à l'école. Wissem était un garçon qui marchait droit. Un garçon qui allait à l'école, qui étudiait l'économie et qui travaillait à temps partiel. Wissem se décrit comme un homme généreux, un homme travailleur, un homme ambitieux et un homme dévoué. Avec le temps, Sophie réalise que cette famille n'est pas si géniale qu'elle le croit. Parce que oui, la mère de famille est tout sauf facile à vivre. Alors forcément, la jeune fille au père doit s'adapter, elle doit aller vite, elle doit être speed, comme on dit en Angleterre. Elle fait son maximum pour que toutes les journées se passent bien. Et aussi parce qu'elle a un petit peu peur de se faire hurler dessus. Le matin, c'est le branle-bas de combat, il faut lever les enfants, s'occuper de leur petit déjeuner, et puis aussi il faut les habiller, puis il faut les emmener à l'école, et tout ça dans un laps de temps très serré. Ensuite, Sophie revient à la maison, parfois elle n'a même pas le temps de manger à midi, c'est tout juste si Sabrina lui prépare des repas. Et puis les journées passent vite, allez c'est fini, il faut aller chercher les enfants à l'école, il faut les faire goûter, leur faire prendre le dîner, leur faire prendre le bain, et puis les coucher, c'est une galère. C'est seulement quand les enfants sont couchés que Sophie a un peu de temps pour elle, peut-être un petit peu de temps pour manger. Normalement, ce voyage devait être une aventure pour la jeune fille, une découverte. Elle voulait explorer Londres, elle voulait aussi peut-être explorer d'autres parties de l'Angleterre. Elle espérait avoir ses week-ends pour pouvoir se détendre, rencontrer des gens, s'émanciper, c'était pour ça qu'elle était venue à Londres. Mais elle n'a jamais le temps de faire quoi que ce soit. Les journées passent, plus épuisantes les unes que les autres, mais elle n'ose rien dire à Sabrina, elle n'ose pas s'opposer. Alors voilà, c'est une nouvelle matinée mouvementée pour Sophie, elle doit lever les enfants, préparer leur petit déjeuner, et dans la bousculade du matin, elle fait tomber le beurre par terre. Et là, Sabrina la gifle. C'est un choc pour Sophie. Elle n'a pas fait exprès de faire tomber ce beurre, elle fait du mieux qu'elle le peut, mais dans les yeux de la maîtresse de maison, elle ne voit que de la haine. C'est ce que dit Sophie à Michael Kroner. Michael Kroner est un restaurateur du quartier et c'est aussi le seul confident de Sophie. Il s'est pris d'amitié pour cette petite jeune fille qui a l'air un petit peu perdue et qui vient parfois manger dans son restaurant. Sophie perd beaucoup de poids et un peu comme si elle savait ce qui se préparait, elle commence à prendre des cours de boxe. Les gens qui la croisent, et notamment Monsieur Kroner, le restaurateur, s'inquiètent de son changement d'apparence. Venir ici ne m'a rien apporté de plus qu'un tout petit peu d'expérience. J'aurais dû t'écouter, et non mon cœur. Je suis une stupide idiote. Je vais rentrer à la maison, mais je n'ai pas encore reçu de réponse. Je travaille beaucoup et le soir je suis épuisée. Elle dit qu'elle n'en a rien à faire de ma famille, et m'accuse d'avoir volé un pendentif avec un diamant dessus. Mais je n'ai rien à voir avec ça. J'en ai assez. Ce travail devient bien trop difficile pour Sophie. Et d'ailleurs, peut-on vraiment parler de travail puisqu'il n'est même pas rémunéré? Le couple ne paye Sophie que 56 € par mois. 56 € par mois, ce n'est clairement pas assez pour vivre, et encore moins pour se payer un billet pour la France. 6 mois après son arrivée, Sophie n'en peut déjà plus et demande à sa mère de l'argent pour pouvoir acheter un billet et rentrer chez elle. Boyzone, ça ne vous dit peut-être rien. Ce boys band irlandais a connu un grand succès dans les années 90 et au début des années 2000. Mais que vient faire l'homme aux cheveux blonds là-dedans ? Eh bien, il s'appelle Mark Walton, il est musicien, auteur-compositeur et producteur. Et il est notamment fondateur de ce fameux groupe Boyzone. Mais encore, vous allez me dire, Mark Walton est aussi l'ex-compagnon de Sabrina Couider et apparemment aussi le père de son plus jeune fils. Et vous allez le voir, cette relation en dit long sur la personnalité de Sabrina Couider. C'est dans une banque de Notting Hill que Mark pose pour la première fois les yeux sur Sabrina. Mark tombe amoureux de la personnalité de Sabrina, une femme drôle, charismatique, et peut-être que Sabrina aime Mark Walton, mais on a l'impression qu'elle aime surtout son portefeuille et son nom, sa célébrité. Au-delà de toutes ses ressources financières, il peut lui offrir une vie de strass, une vie de paillettes. Après avoir enchaîné les petits rendez-vous galants bien
bien chic, Sabrina et Mark finissent par se mettre en couple. Et là, c'est la consécration pour Sabrina. Elle est à son pic. Maintenant, elle est la femme d'eux. Elle est invitée à toutes les fêtes. Elle commence à se lier d'amitié avec des célébrités internationales ou des célébrités locales. Elle vit, comme on le dit de façon familière, sa meilleure vie. Sabrina, qui jusque-là vivait des allocations familiales, voit sa vie complètement changer. Et au lieu de se montrer reconnaissante envers Mark Walton, elle fait de sa vie un enfer. Elle change d'humeur d'une minute à l'autre, elle peut se mettre à hurler dans la rue s'il lui a refusé un petit peu d'argent. Et pourtant, Mark est aux petits soins avec Sabrina. Il prend tout en charge. Il a accepté son premier enfant comme le sien en plus. Et puis, Mark a commencé à s'intéresser à l'islam pour Sabrina. Il a commencé à l'accompagner dans ses jeûnes de Ramadan. Mais rien n'est assez bien pour Sabrina. Alors un jour, elle dit à Mark: « Je sais que tu as rompu ton jeûne, je sais que tu as mangé pendant la journée. » Là, Mark lui dit: « Mais qu'est-ce que tu es en train de me raconter là? Je fais le ramadan comme toi, je t'accompagne, je n'oserais pas faire ça. » Il ne le sait pas, mais Sabrina a placé des caméras dans tout leur appartement. Et donc, elle a pu le voir avaler un cachet pour la migraine. Elle a pris ça pour de la nourriture. On reviendra sur ces histoires de caméras un petit peu plus tard. Mark Walton est amoureux, Mark Walton adore Sabrina, il est ensorcelé par elle, comme toutes les personnes qui l'approchent. Quand ça va bien avec Sabrina, ça va tellement bien. Mais quand ça va mal avec Sabrina, ça va tellement mal. Elle vous met sur un piédestal, elle vous adore, elle vous adule, et puis, en un mot, en une phrase, elle vous descend complètement. Et tout ce que vous avez envie de faire, c'est de remonter sur ce piédestal. Alors vous faites tout ce que vous pouvez pour retourner dans ses bonnes grâces. En 2012, Sabrina tombe enceinte, et Mark ne pourrait pas être plus heureux. Cet enfant, il le veut, il aime cette femme. Mais Sabrina ne l'entend pas de cette oreille. Du jour au lendemain, elle disparaît. Elle ne laisse aucune explication à son compagnon. Tout ce qu'elle lui dit, c'est « Ne t'inquiète pas pour moi, dans tous les cas, j'ai perdu le bébé ». Quand elle le recontacte quelques mois plus tard, c'est pour lui dire qu'elle va très bien, qu'elle est en famille en région parisienne et qu'elle a accouché du bébé. Mark lui dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je croyais que tu avais perdu ce bébé ». Alors là, Sabrina lui répond « Mais non, en fait, je voulais te faire la surprise ». Est-ce que vous arrivez à suivre? Parce que moi, j'ai vraiment du mal. Et puis, la jeune maman ne se trouve absolument pas en région parisienne. Elle est en réalité à Charlotte, aux États-Unis. Mark veut voir ce bébé. Il aimerait jouer son rôle de père, même s'il ne peut pas jouer son rôle de compagnon pour Sabrina. Mais après ce premier appel, elle ne lui donne aucun moyen de la contacter. Tout ce que Mark Walton peut faire, c'est de donner de l'amour à travers de l'argent. Il fait tout pour subvenir aux besoins de cet enfant à distance, donc il paye la nounou et puis il paye même le loyer de Sabrina. Et ce jusqu'à 2014. Ça va devenir un peu épicé. Quand les versements s'arrêtent, c'est la catastrophe. Sabrina est bien décidée à ruiner la réputation de son ex. À ce moment-là, Mark vit à Los Angeles. Il essaye de refaire sa vie et de se remettre de cette relation qui l'a beaucoup affecté mentalement. Pendant ce temps-là, Sabrina se lance dans une campagne de dénigrement à son encontre. Elle l'accuse notamment d'être à la tête d'un immense réseau pédophile. En parallèle, elle contacte la police à de nombreuses reprises, une trentaine de fois, pour diverses accusations envers son ex. J'ai lu une phrase dans un article de Elle qui résume très bien cette histoire. Dans son univers mental mi-bling-bling, mi-paranoïaque, son ex, fondateur de Boyzone, un boys band des années 90, c'est à la fois Dieu et le diable. Dieu, car grâce à lui, la franco-tunisienne a pu frayer avec des stars, et le diable, car leur rupture l'a replongée dans un anonymat humiliant. Je vous disais tout à l'heure, retenez bien l'histoire des caméras. Pourquoi Sabrina avait-elle truffé son appartement londonien de caméras quand elle vivait avec Mark Walton? Est-ce qu'elle avait une peur bleue d'être cambriolée? Pas vraiment. Les caméras servaient à surveiller les nounous. Sophie n'était absolument pas la première nounou embauchée par Sabrina, et autant vous dire qu'elle défilait. Certaines partaient d'elles-mêmes et d'autres étaient renvoyées par Sabrina pour divers motifs. Parmi eux, vol, maltraitance, ou bien elles étaient renvoyées pour avoir flirté avec Mark Walton. Et Sophie n'est pas en reste. Sabrina commence à avoir des soupçons, elle observe Sophie plus attentivement, et puis elle surveille ses allées et venues, et ça y est, elle en est persuadée. Sophie lui cache quelque chose comme une relation avec Mark Walton. Peux-tu m'envoyer 40 €? Je veux réserver mon billet moi-même. Ils m'ont dit que je pouvais rentrer en novembre, mais le mois touche à sa fin et je ne vois rien venir. Désolée de te déranger avec ça.
les relations entre la fille au père et ses employeurs se sont déjà bien dégradées. Sabrina était prudente durant les premiers mois, elle sondait la personnalité de Sophie, mais début 2017, elle en est maintenant certaine. Sa fille au père est influençable, naïve, faible, et elle peut en faire ce qu'elle veut. Et là, Sophie devient le réceptacle de toutes ses colères, tout son stress, toutes ses angoisses. Sabrina se confie à Wissem et elle lui dit « Écoute, là j'en suis convaincue, Sophie est complice de Marc. Elle bosse avec lui dans son réseau pédophile, c'est certainement une espionne. Je crois qu'elle est dans notre maison pour nous faire du mal. » On ne peut pas dire que Wissem croit à ces histoires, il comprend bien que sa femme est dans une sorte de délire, mais pour la calmer, il acquiesce. Il sait très bien que Sabrina est parfois instable. Par amour, il a toujours tout fait pour la protéger et pour éviter qu'elle ne perde la garde de ses enfants. D'ailleurs, en mai 2017, elle avait été diagnostiquée comme souffrant de dépression et d'un trouble de la personnalité limite ou trouble borderline. Ce qui explique beaucoup de choses. Sophie est de plus en plus maigre. Elle se rend parfois au restaurant de Monsieur Kroner qui lui offre un repas. Et à chaque fois, elle l'engloutit d'une traite. Elle ne dit rien, elle ne parle pas, et elle repart comme elle est entrée, silencieuse. En plus, avec le temps, Sophie se confie de moins en moins, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Je ne peux rien lui dire pour le moment, mais je vais lui parler. Quand elle n'est pas d'humeur, elle me dit que je peux prendre mes affaires, et après, elle me dit qu'elle est désolée de me parler si mal, qu'elle travaille beaucoup et qu'elle veut m'engager comme modèle pour faire des photos. Septembre 2017, la tension monte. Et la jeune fille a bien compris l'urgence, la nécessité de rentrer chez elle. Elle aimerait bien oublier toutes ces accusations, elle aimerait bien oublier tout ce stress, se rouler en boule dans son lit d'adolescente et passer à autre chose. Mais Sabrina a déjà un plan en tête. Elle va faire avouer Sophie. Elle va lui soutirer toutes les informations qu'elle a, de gré ou de force. I'm going to kill you, okay? Be quick! Think carefully about 40 years in prison. Close your eyes for 1 minute, okay? Imagine yourself every day in a cage like an animal. Ces interrogatoires sont enregistrés sous format audio ou vidéo. Sabrina et Wissem comptent les utiliser pour faire chanter Mark Walton. Pour lui soutirer un maximum d'informations, Sabrina et Wissem la frappent, la giflent, et ça va crescendo. I will not leave you alone until you tell me the truth. Is this clear? Do you understand? Plus les jours passent, plus ils sont frustrés, plus ils torturent Sophie. Ce sont des coups violents qui cassent la mâchoire, qui brisent des os. Sabrina va jusqu'à frapper Sophie à l'aide d'un câble électrique. Bref, c'est terrible. Wissem semble à présent croire Sabrina. Il n'est plus dans un mimétisme, il semble persuadé qu'elle a raison, et ça c'est terrifiant. Le 18 décembre 2017, c'est l'heure du dernier interrogatoire. Sophie est méconnaissable, maigre, fragile. Si ça peut lui permettre de sortir de cet enfer, elle dira tout ce qu'ils veulent entendre. Alors oui, elle est complice de Mark Walton, elle est entrée dans cette maison pour leur faire du mal, et elle travaille dans cet immense réseau pédophile. Ses employeurs ont l'air stupéfaits mais aussi satisfaits. Ça y est, c'est terminé. En tout cas pour le moment. Sophie remonte dans sa chambre, qu'elle partage avec les 2 enfants, et là, elle enfile son pyjama rose. Qu'est-ce qu'elle peut bien faire maintenant? Malheureusement, les aveux de Sophie ne suffisent pas. Au milieu de la nuit, Sabrina est toujours éveillée. Peut-être qu'elle est maintenue éveillée par un mélange de colère, de frustration, de haine envers Sophie. Donc cette Sophie était bien une espionne, mais à présent, comment la laisser partir? Le repos a été de courte durée pour la fille au père. La maîtresse de maison vient la réveiller et lui prie de la suivre jusqu'à la salle de bain. Ce qui se passe ensuite, seul le fils aîné de Sabrina en sera témoin. Bousculade, cris, bruit d'eau dans la salle de bain. À 1h30 du matin, Sabrina court jusqu'à la chambre conjugale. Elle secoue Wissem qui est endormi et elle lui dit « Écoute, viens m'aider, je ne sais pas quoi faire ». Sophie ne respire plus. Malgré les tentatives de réanimation de Wissem, elle n'ouvrira plus jamais les yeux. En attendant de savoir quoi faire, le couple met le corps de Sophie dans une valise qu'il place dans un petit abri de jardin, loin des yeux des enfants. Si quelqu'un pose une question, si quelqu'un se demande où se trouve Sophie, Sabrina leur répondra qu'elle a décidé de rentrer en France. Une épaisse fumée s'élève depuis le jardin de Sabrina et Wissem. Et cette fumée produit une odeur horrible qui envahit tout le quartier de Southfields. Et même au-delà de l'odeur, les voisins s'inquiètent, ils se demandent si ce feu pourrait représenter un danger. A priori,
Wissem Medouni est dans le jardin, il est au contrôle de ce feu. Mais bon, ces deux-là, on ne les aime pas trop. Alors, il faudrait peut-être s'assurer que tout se passe bien. Les pompiers sont alertés. En arrivant au domicile de Sabrina et Wissem, ils sont surpris de voir cette épaisse fumée noire qui s'élève de leur jardin et de trouver un Wissem qui a l'air tout à fait détendu. Il explique tout simplement qu'il est en train de faire un barbecue, et c'est vrai puisqu'il fait cuire du poulet, mais ce n'est pas du tout de là que vient la fumée. « Mais qu'est-ce que vous faites cuire là-bas derrière ?» demandent les pompiers, et Wissem dit « Oh, pas grand-chose, c'est juste un mouton. » Bizarre cette histoire. Les pompiers ne sont pas du tout dupes et ils décident de vérifier par eux-mêmes. Dans le brasier, il n'y a aucune trace d'un mouton. En revanche, les pompiers découvrent un nez, une main, un pied. C'est un corps humain qui est en train de brûler dans ce brasier. Forcément, ils questionnent Wissem qui, à leur grande surprise, ne fait que hausser les épaules. Les voisins voient la police quitter les lieux avec ce qui semble être un corps sous une grande bâche rouge. Et ils se doutent tous qu'il s'agit du corps de la nounou et que quelque chose de terrible s'est passé dans cette maison. Le 26 septembre 2017, Sabrina Kouider, 34 ans, et son compagnon Wissem Medouni, 40 ans, sont mis en examen pour le meurtre de leur jeune fille au père. Il faudra attendre le début du mois d'octobre 2017 pour que l'identité du corps soit confirmée. Il s'agit bien de Sophie Lyonnais. L'autopsie va révéler l'ampleur des tortures subies par Sophie. Fracture au sternum, fracture à la mâchoire, 4 côtes cassées, hématome au bras gauche, au dos, à la poitrine. Tous ces coups ont été portés seulement quelques jours avant la mort de Sophie. Malgré tout, ce ne sont pas ces coups qui l'ont tuée. Sophie est morte noyée dans la baignoire. Les proches de Sophie ne veulent pas croire à son décès. Catherine de Vallonnet, la mère de Sophie, est inconsolable. Sa sœur Élodie est totalement dévastée. Quant au frère de Sophie, il est véritablement traumatisé par le drame. Il va jusqu'à blâmer sa mère pour avoir laissé Sophie partir. Ce décès, mais surtout les circonstances de ce décès, brisent totalement les proches de Sophie. Vous allez forcément vous poser une question, pourquoi Sophie n'est pas partie? Elle n'était pas enchaînée après tout, elle avait la possibilité de sortir de cette maison, alors qu'est-ce qui s'est passé? Parlons d'abord des circonstances du départ de Sophie et des raisons qui auraient pu la pousser à rester. Sophie venait d'un milieu ouvrier, d'une petite ville. Elle rêvait d'aventure, de construire quelque chose par ses propres moyens. Ce départ était pour elle une fierté. Si elle était revenue en France trop tôt, elle l'aurait peut-être vécu comme un échec. Aussi, Sophie s'est certainement attachée aux enfants de Sabrina autant qu'ils se sont attachés à elle. D'après un de ses proches, elle ne voulait pas laisser les enfants avec leur mère, elle était inquiète pour eux. Ensuite, il faut savoir que Sophie a été privée non seulement de son argent, mais aussi de son téléphone portable et de ses papiers. Elle a peut-être cru que sans ses papiers, elle n'avait aucune chance d'obtenir de l'aide et de rentrer en France. Parlons maintenant du facteur le plus important, le mécanisme d'emprise. Sophie rencontre un individu charismatique et manipulateur nommé Sabrina. Au début de leur relation, Sabrina noie Sophie de compliments. « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je ferais sans toi? Tu es incroyable, tu m'as changé la vie. » Elle lui donne l'impression d'être unique, spéciale, indispensable, et tout cela entraîne une dépendance émotionnelle. Ensuite, Sabrina utilise des techniques de manipulation pour influencer les émotions de Sophie. Elle utilise la culpabilité, la honte, la colère pour la faire douter d'elle-même. Elle souffle le chaud et le froid, elle s'énerve puis elle promet à Sophie des contrats de modeling. Vous avez compris un petit peu le principe. Et puis Sabrina finit par prendre le contrôle des finances de Sophie puisqu'elle arrête tout bonnement de la payer. Et ça lui retire toute autonomie financière. Pour survivre, Sophie enregistre qu'elle ne peut compter que sur Sabrina et Wissem. Au fil du temps, Sabrina commence à critiquer Sophie, à dévaloriser ses choix, à la faire passer pour une idiote quand elle fait tomber le beurre par accident. Elle la fait douter de sa propre valeur et de sa capacité à prendre des décisions. Alors forcément, Sophie menace de partir. Et là, Sabrina lui fait comprendre que sans elle, elle serait seule, elle serait perdue, elle serait malheureuse. Alors Sophie, qui est si gentille, ne voit aucune autre solution que de rester. Au fil du temps, ces mécanismes d'emprise psychologique ont amené Sophie à perdre confiance en elle, à perdre confiance en sa capacité de prendre des décisions. Elle devient de plus en plus soumise aux volontés de Sabrina, ce qui lui donne un pouvoir total sur sa vie. J'utilise beaucoup le mot naïve pour décrire Sophie dans cette vidéo, mais je tiens à le préciser, tout cela n'était évidemment pas de sa faute. Les mécanismes d'emprise sont très complexes. Peu importe à quel point vous pensez être fort mentalement, il vous suffit de rencontrer la mauvaise personne pour vous et vous pouvez vous aussi tomber dans un de ces mécanismes.
Le procès a lieu en janvier 2018 et je vais vous spoiler tout de suite, le couple plaide non coupable. Voici la version des faits de Sabrina. Au cours d'une dispute, Wissem a poussé Sophie, elle est assez mal tombée et elle est décédée. Sabrina n'en avait aucune idée, elle a appris la mort de Sophie en rentrant chez elle ce soir-là. Et pour appuyer ses propos, Sabrina retourne sa veste, elle accuse Wissem d'être infidèle, d'être violent, alors bien sûr, ce n'est pas du tout surprenant qu'il ait tué Sophie. Wissem, lui, dit tout le contraire, il dit la vérité. Sabrina a tué Sophie en plein milieu de la nuit, lui l'a juste aidé à se débarrasser du corps de Sophie, et aussi à la torturer, disons-le. Malheureusement pour Sabrina, Mark Walton témoigne lors de ce procès, et il explique à quel point elle lui a fait vivre un enfer. Ça joue un peu contre elle. Mais c'est le fils aîné de Sabrina qui tranche, le seul témoin direct de ce crime. Et il reconnaît avoir entendu Sabrina et Wissem dans la salle de bain ce soir-là. Les psychologues légistes ont diagnostiqué à Sabrina Couider des troubles délirants. Cumulés avec une dépression et un trouble limite peut-être maltraité, c'est clairement une bombe à retardement. Néanmoins, selon le juge Nicholas Hilliard, cela n'explique en rien la violence et la cruauté dont le couple a fait preuve. Le mardi 26 juin 2018, le tribunal de Old Bailey, à Londres, a condamné Wissem Medouni, 40 ans, et Sabrina Couider, 34 ans, à la prison à vie. Dans une lettre adressée à Sophie et à sa famille, Sabrina Couider affirme être profondément désolée pour ce qui est arrivé à Sophie. Histoire terrible, je ne sais même pas quoi dire parce que je trouve que cette histoire est juste horrible de A à Z. Je la connaissais en surface comme beaucoup de gens je crois, mais en me plongeant dans les détails de cette affaire, je me suis dit mais je pensais avoir tout vu et je suis toujours surprise. S'il vous plaît, je vous demanderai d'être très respectueux dans les commentaires, d'envoyer plutôt de l'amour, de la positivité. Moi, j'ai une grosse pensée pour Sophie, qui est née la même année que moi. J'avais envie de parler de cette affaire pour que le nom de Sophie ne soit pas oublié, qu'on puisse lui envoyer plein d'amour, là où elle se trouve, peu importe où c'est. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous.